Maintenant, nous allons un peu élargir et vous proposer un moment d'échange en partenariat avec la SELF, représentée par Valérie Barthez, qui parlera. Du livre à l'écran et à la scène, les défis de l'adaptation. On en parlait un peu ce matin sur le renouvellement des publics notamment, sur la façon dont le cercle vertueux de l'adaptation peut nourrir le livre et inversement. Je pense que là, on va pouvoir rentrer dans le détail à la fois pour l'écran et pour la scène, avec le théâtre aussi représenté. Merci beaucoup. Bonjour à toutes et à tous. Merci d'être présentes et présents pour cette table ronde. Donc, comme elle a été introduite, voilà, du livre à l'écran et à la scène. On va se poser les questions des défis de l'adaptation. Et pour ça, je suis très, très bien entourée. Ici, vous avez Marie Dorman, qui est donc directrice des droits annexes et dérivés aux éditions Albin Michel. À côté d'elle, il y a Mathilde Meyer, qui est en charge chez Pathé d'initier des projets de films et de séries. Et en face de moi, j'ai Benoît Lavigne, directeur du théâtre Le Lucernaire et metteur en scène. Et à côté de moi, last but not least, Valérie Barthez, qui est directrice générale de la SELF. Et j'en profite pour lui laisser la parole pour un petit point chiffre, j'ai envie de dire, sur l'adaptation. Merci Perrine, bonjour à toutes et tous. Donc effectivement, moi je représente la SELF, peut-être quelques mots très rapides sur ce qu'est la SELF pour ceux qui ne le sauraient pas encore. C'est un organisme de gestion collective qui a été créé en 1960, donc qui est maintenant un peu âgé, qui aujourd'hui repose sur 3 axes que l'on veut comme un cercle vertueux en fait. La SELF aujourd'hui, c'est former, promouvoir et gérer. Donc former à travers des formations que nous proposons à nos adhérents, mais plus largement en partenariat avec la FIL et grâce au soutien du ministère de la Culture à tout éditeur qui souhaiterait s'informer sur ce que sont les adaptations, donc des adaptations sous toutes ces formes. Là, on va beaucoup parler d'audiovisuel et de spectacles vivants, mais il y a aussi la radio, des créations radiophoniques ou des spectacles musicaux. Donc voilà, c'est toute forme d'adaptation à partir d'un livre. Et parfois, des éditeurs même reçoivent un coup de fil d'un producteur ou d'un metteur en scène et ne savent absolument pas comment réagir par rapport à cette proposition qui leur est faite d'adaptation. Donc voilà, il y a un volet à la SELF de formation. Ensuite, une fois qu'on est formé, on peut aller aussi vers les producteurs ou les personnes qui souhaitent adapter les livres. Donc il y a de la promotion de l'adaptation organisée par la SELF à travers notamment un événement phare qui s'appelle Shoot the Book, dont vous avez peut-être entendu parler aussi. Donc c'est vraiment un principe de rencontre B2B entre producteurs et éditeurs. C'est encore une fois là beaucoup audiovisuel. Des sessions de pitch, enfin, voilà, dès qu'il est possible de mettre en avant un catalogue d'éditeurs et de faire en sorte que les univers qui se connaissent souvent très peu, de l'édition d'un côté, de l'audiovisuel, du spectacle vivant et autres de l'autre côté, puissent se parler et se trouver, et ça marche. Et donc, une fois que ça a marché, il y a la partie gestion des droits. Donc là, je ne vais pas rentrer dans le détail parce que c'est très technique. Fabrice Arfi, on a d'ailleurs très bien parlé sur notamment les droits SACD. Donc voilà, c'est tout un mécanisme qui est mis en place et qui permet une juste rémunération de toute la chaîne jusqu'à l'éditeur et son ou ses auteurs. Donc voilà, la SELF, c'est ça, et ça représente aujourd'hui plus de 560 marques d'édition. Donc c'est vrai qu'on couvre quand même un bon nombre d'éditeurs de langue française. Alors, pour revenir aux chiffres, donc selon des études du CNL qui ont été faites en partenariat avec le CNC et la SELF, on sait aujourd'hui qu'environ 1 film sur 5, alors là on est dans la fiction uniquement, mais 1 film sur 5 est adapté d'un livre. Donc voilà, on peut trouver que c'est peu ou que c'est beaucoup, mais ce qu'on voit aujourd'hui en tout cas, c'est que ça se développe, qu'on en parle de plus en plus. Alors peut-être qu'il y a plein de raisons à cela. Je pense que l'une des raisons, c'est qu'on en parle de plus en plus. Je ne sais pas si en nombre, et les études le prouvent, c'est très exponentiel, mais en tout cas, on en parle de plus en plus et ça devient vraiment un sujet. La diversité et la qualité de la création éditoriale française est telle que les producteurs s'y intéressent et viennent chercher des histoires dans ce pool d'histoires à raconter et à adapter. Et ça n'est plus aujourd'hui considéré comme en concurrence avec de la création originale qui doit bien évidemment continuer d'exister et c'est bien naturel. Mais voilà, tout ça s'organise peut-être mieux aujourd'hui. C'est pour ça qu'on en parle de plus en plus et les adaptations très récentes dont vous avez sûrement entendu parler le montrent. Donc voilà, c'est une des raisons. Donc, 1 film sur 5. Quand on passe sur le secteur de la famille et de l'animation, on monte même à 31%.
qui sont tirées d'œuvres adaptées. Donc voilà, on voit que sur ce secteur-là, plus vers la jeunesse ou plus grand public, on est encore au-dessus en nombre d'adaptations. Et il y a un autre chiffre tiré de l'étude du CNL, là, pour le coup sur la lecture des jeunes, qui interpelle aussi beaucoup et qui nous a interpellés et dont on s'est emparé aussi à la SELF, qui est un chiffre de 75% des moins de 20 ans qui sortent d'un film adapté en ayant envie de lire le livre. Donc, on le sait, le retour de la jeunesse à la lecture est un sujet éminemment important. Et donc voilà, ce chiffre pour nous est très utile parce qu'on se dit que, petite pierre à l'édifice évidemment de la lecture des jeunes, la SELF a peut-être aussi un rôle à jouer à travers ses éditeurs pour opérer un retour à la lecture des jeunes par le biais de l'adaptation. Et peut-être que justement, plus il y aura d'adaptations et de jeunes qui iront voir ces œuvres adaptées, plus un jeune rentrera dans une librairie et puis se remettra à lire autre chose que le livre le livre du film dont il sort. Donc voilà, c'est un point aussi important pour nous. Je conclus juste par une petite anecdote parce que nous sommes dans la semaine de la clôture du salon du livre jeunesse à Montreuil. Comme vous le savez sans doute, ont été présentés justement les états généraux du livre jeunesse pour la lecture lundi. Et intervenaient sur scène 3 jeunes du Pass Culture qui avaient été sélectionnés, alors parce qu'ils étaient des grands lecteurs, mais aussi parce qu'ils avaient participé à toute cette étude. Et l'une d'entre elles, Claire, qui nous a autorisé à la citer, avait 4 propositions à faire pour ramener les jeunes à la lecture. Et sur la 4e proposition, qui était celle qui lui tenait le plus à cœur, elle a vraiment sur scène presque hurlé « Il faut absolument adapter plus de livres et faire en sorte que les jeunes qui justement voient des œuvres adaptées retournent à la lecture par ce biais-là ». Donc voilà, c'est confirmé aussi par les jeunes qui le vivent en direct. Donc c'était une bonne conclusion. Et donc on voit que le pouvoir des livres, pour reprendre la thématique du jour, passe aussi par d'autres supports de diffusion avec un retour ensuite à ce livre justement. Merci beaucoup Valérie. On voit bien qu'avec les chiffres que vous venez de donner et aussi l'entretien qu'il y a eu juste avant avec Fabrice Arfi, on a pas mal de choses à explorer tous ensemble. J'ai une première question pour tous les 3 particulièrement, mais je crois qu'il y a des petits micros, vous avez, c'est bon, qui peut paraître un peu bête, mais moi je me la pose quand même. Tout simplement, pourquoi on fait des adaptations ? Je vais me tourner de Mathilde en premier. Pourquoi au cinéma, on dit un film sur 5 en fiction est une adaptation ? Pourquoi le cinéma a envie d'adapter des livres ? Alors, d'abord, le cinéma a envie d'adapter des livres depuis très longtemps. Moi, je m'étais amusée pour une autre table ronde à regarder, j'ai oublié depuis, la date, mais la première adaptation des Trois Mousquetaires par Pathé, déjà à l'époque, c'était au tout début du siècle dernier. Et depuis, il y a eu de nombreuses adaptations des Trois Mousquetaires. On en a fait une récemment avec Martin Bourboulon, et puis il y a Monte Cristo aussi. Je crois que depuis que le cinéma existe, pour reprendre la signature d'un de nos concurrents et néanmoins amis, depuis que le cinéma existe, il y a des adaptations en fait. Je crois que cette collaboration fraternelle n'a jamais eu de cesse d'exister, et je crois qu'on le fait même, j'allais dire sans s'en rendre compte, c'est pas le cas bien sûr, et puis il y a tout un tas de choses, d'étapes à franchir pour que ça ait lieu, mais on en fait comme M. Jourdain fait de la prose sans s'en rendre compte. En fait, je veux dire, pour nous, c'est naturel. Maintenant, il y a aussi quelque chose, c'est que je pense que récemment, il y a eu aussi peut-être plus d'adaptations parce qu'on est dans un moment compliqué pour les salles de cinéma. Qu'on aurait voulu que le Covid ne soit que conjoncturel. On est en train de se rendre compte qu'hélas, d'une certaine manière, c'est un peu structurel. Et qu'on a le sentiment, et d'ailleurs les chiffres, je crois, nous le prouvent, que ça rassure les gens de savoir ce qu'ils vont voir. On va de moins en moins au cinéma pour aller au cinéma. On va de plus en plus au cinéma pour voir un film en particulier. Ça paraît à la fois naturel pour beaucoup aujourd'hui, mais pendant très longtemps, les gens allaient au cinéma parce qu'ils avaient envie de sortir de chez eux et qu'ils étaient curieux de savoir ce que le cinéma avait à leur proposer. C'est de moins en moins le cas, pour ne plus dire
plus du tout le cas, je crois. Et l'adaptation permet une espèce de porte d'entrée supplémentaire. C'est pas la seule. On le sait, parce que si c'était une assurance d'entrée, il n'y en aurait pas 1 sur 5, mais 4 sur 5, voire 5 sur 5. Mais ça, dans ce contexte-là récent, je pense que ça additionne aussi au fait que ça a toujours été le cas et que c'est comme naturel, quoi. C'est vrai qu'on compte quelques 75% de spectateurs occasionnels, donc des gens qui ne vont au cinéma que très peu de fois et qui choisissent vraiment aussi le film qu'ils vont voir. Donc ça va complètement dans le sens de ce que vous dites. Benoît, vous trouvez aussi que c'est aussi rassurant finalement d'adapter au théâtre ? Oui, je pense qu'il y a une telle offre aujourd'hui culturelle que le public a besoin quelque part de se retrouver et de se rassurer, oui. Donc, les auteurs contemporains, pour les spectateurs de théâtre, c'est toujours un peu l'inconnu. Un bouquin qui est adapté au théâtre, ça rassure. Voilà. À partir du moment où le bouquin a eu du succès, je pense que les spectateurs ont déjà une porte d'entrée, ce qui vient d'être dit pour le cinéma, au théâtre. Voilà, donc c'est rassurant pour les producteurs aussi, c'est rassurant pour les théâtres aussi de voir que... voilà, une adaptation d'un livre, on a déjà une base, j'ai envie de dire, de public possible. Nous, on se rend compte, par exemple, au Lucerna, on fait pas mal de classiques, et on se rend compte que dès que, par exemple, on a une adaptation en ce moment de Belle Amie de Maupassant, ou dès qu'on a une adaptation d'un Zweig, d'un Camus, d'auteurs comme ça très reconnus de la littérature, le public vient beaucoup plus facilement que quand on lui présente une création contemporaine d'un auteur inconnu avec des jeunes comédiens inconnus. Voilà. Alors à la fois c'est bien, à la fois j'ai envie de dire c'est un peu dommage et c'est un peu dangereux parce que du coup il y a un peu une tendance à se replier sur des valeurs sûres et de moins aller chercher la création et de moins encourager la création contemporaine. Mais après, on va revenir parce que quand même, vous avez adapté notamment Guerre, c'était quelque chose d'un petit peu rare pour le coup. Marie, de l'autre côté, vous êtes de l'autre côté de ceux qui écrivent et qu'on va adapter. C'est un enjeu, justement, pour vous, l'adaptation ? Alors d'abord, pour compléter, moi je préciserais aussi ce qui nous revient, nous, c'est que les diffuseurs, les producteurs, mais surtout les diffuseurs, quand il s'agit de télévision, ont très envie, sont assez rassurés par un texte préexistant. Voilà. Qu'il ait eu du succès ou pas, ça peut être son succès, qui peut être une mauvaise raison de vouloir adapter, mais que l'existence du livre, l'existence de sa structure soit déjà posée, les rassure. Voilà. À part ça, pour Albin Michel, comme le c'est vrai que pour les séries, d'ailleurs, je crois que c'est encore plus important en termes de proportion. Il y a plus d'adaptations. Et c'est vrai que moi, j'ai répondu cinéma, mais je travaille aussi pour les séries. Et c'est vrai que ce qu'on constate, c'est que les diffuseurs sont rassurés par le fait d'un texte préexistant. C'est-à-dire qu'ils ne vont pas aveugles signer sans savoir, dans un brouillard de savoir où ça va aller, quoi. Et c'est vrai que mais c'est pas non plus l'assurance d'un succès. On vient de voir le Grimaldi sur France 2 qui a été une déception d'un point de vue en termes d'audience, alors que c'est une autrice qui vend des quantités astronomiques de livres, qui a une très grosse communauté aussi, ce qui est important aujourd'hui sur les réseaux sociaux et tout. Et c'est vrai que, alors que je trouve personnellement que la série était plutôt très réussie, elle n'a pas trouvé, en tout cas, le public escompté. Donc c'est à la fois rassurant et à la fois, il y a toujours un risque dans nos métiers, quoi. Voilà. C'est un métier de prototype de toute façon, on ne sait pas ce qui va fonctionner ou pas. Enfin, si on le savait, je pense que tout le monde l'appliquerait depuis un bon moment, c'est sûr. Mais je reviens absolument, effectivement, pour Albin Michel, qui est une honorable maison qui date aussi du début du siècle d'avant, l'adaptation commence quand commence la maison. Voilà, et c'est du cinéma muet, donc c'est une très vieille histoire. Et on est effectivement dans une industrie de prototypes. On part d'un livre, on part d'une discussion dans un bureau et on se retrouve sur un plateau avec 300 personnes et des câbles partout. Mais ça reste tout à fait incertain et prototypal. On va sans doute parler aussi du nombre d'options qui sont prises sur les livres et du nombre de films qui se font finalement ou de séries qui se font. On peut dire que c'est en gros 1 sur 3. Donc il va se passer beaucoup de choses. On va beaucoup brasser entre les producteurs, les diffuseurs et nous pour finalement un peu moins de films que ce qu'on espère au tout début. Voilà. Au théâtre, c'est un phénomène un peu plus récent.
par contre. Voilà. C'est-à-dire ça fait, je pense, une vingtaine d'années qu'on commence vraiment à avoir de plus en plus d'adaptations d'auteurs contemporains, enfin, ou de livres qui viennent de sortir, alors qu'avant, c'était des auteurs de théâtre, des pièces de théâtre. Aujourd'hui, il y a un phénomène de plus en plus d'aller chercher effectivement des adaptations, enfin des livres et d'en faire des adaptations théâtrales. C'est de plus en plus courant. Et justement, c'est intéressant. Qu'est-ce qu'on va chercher? Parce que vous avez parlé tout à l'heure voilà, on imagine que parfois un livre qui a eu un succès en librairie, peut-être que ça fait un candidat beaucoup plus évident à l'adaptation. En tout cas, c'est l'impression que ça donne. Mais alors, vous y avez à peu près répondu, demi-répondu, mais c'est pas forcément vrai. Et dans ce cas, comment ça fonctionne? Alors déjà, première question, est-ce qu'un best-seller, ça fait une bonne adaptation? Enfin, en tout cas, une adaptation qui marche? Après, il faut une bonne adaptation, il faut un bon metteur en scène, il faut des bons acteurs. De toute façon, voilà, pour faire un bon spectacle, il faut tout ça. C'est pas parce qu'on a un super texte qu'on va faire un super spectacle derrière. Voilà. Après, je pense que oui, ça rassure, c'est ce que je disais tout à l'heure, ça rassure les théâtres. Ça rassure les acteurs, ça rassure les agents des acteurs aussi, de savoir que le texte qu'on va leur proposer a été vendu à tant de milliers d'exemplaires, ou a été édité chez Albin Michel ou chez Gallimard, ou voilà. Donc ça rassure aussi dès qu'on va aller chercher une tête d'affiche, etc. Oui, ça rassure les agents et les acteurs. Après, je pense que pour les metteurs en scène, c'est toujours faire une création, c'est toujours très compliqué. On retravaille parfois avec l'auteur, ça prend du temps, c'est difficile. Tandis que là, avec un texte, on a déjà une base. Effectivement, il y a une histoire, il y a quelque chose qui est déjà chapitré, j'ai envie de dire, sur lequel on peut s'appuyer. Il y a aussi le phénomène de plus en plus récent aussi de faire des monologues. Je suis bien placé pour le savoir, mais où on a des acteurs comme ça qui cherchent, voilà, des seuls en scène, et donc ils vont aller se réfugier sur tel ou tel livre qu'ils ont lu, ou tel article qui parle de tel livre. Voilà, ça permet, j'ai envie de dire, oui, de rassurer, de se projeter plus vite que sur une création théâtrale d'un jeune auteur, par exemple. Et alors c'est génial le théâtre, parce qu'on peut partir d'un roman très compliqué, très exotique, plein de gens, et avoir des trouvailles scéniques et une traduction scénique beaucoup plus épurée. Voilà, des idées absolument magnifiques qui détournent la question de la transposition. C'est ce que nous on a fait avec Bérengère Gallo, avec qui j'ai signé l'adaptation de Guerre de Louis-Ferdinand Céline. Je cherchais comme ça je cherchais un texte à la première personne. Le texte est venu au moment à peu près où la guerre en Ukraine a éclaté. J'ai trouvé qu'il y avait une correspondance assez terrifiante entre le texte de Céline qui parle de la guerre de 14 et ce qui était en train de se passer sur le front pour ces jeunes soldats en Ukraine. Et du coup, oui, il a fallu adapter, il a fallu prendre un parti pris. Il se trouve que le texte est à la première personne. Donc très vite, moi, j'ai eu envie d'en faire un monologue. Et tous les autres personnages, on les a fait jouer par le même acteur, c'est-à-dire c'est Benjamin Voisin pour Guerre qui jouait tous les autres comédiens. Enfin, tous les autres personnages, pardon. Et voilà, donc après, il faut savoir exactement ce qu'on a envie de faire et comment on a envie de raconter une histoire à partir d'un livre. Est-ce qu'on en fait un monologue? Est-ce qu'on le construit avec plusieurs personnages? Il faut l'autorisation de l'auteur, il faut discuter aussi avec les maisons d'édition. C'est pas toujours très simple. Elles sont parfois très frileuses. Il y a parfois plein de demandes sur un même livre, donc c'est une bataille. C'était le cas par exemple sur Guerre. Il a fallu convaincre les ayants droit de nous accorder les droits. Enfin voilà, c'est tout un cheminement qui n'est pas non plus très simple. Et vous, Mathieu, vous allez chercher quoi en fait quand vous allez chercher des adaptations? Comment ça fonctionne? Est-ce que c'est vous qui allez plutôt trouver les éditeurs en disant je voudrais adapter ce livre-là, ou on vient vous chercher, ou comment ça fonctionne en fait pour vous? Les deux, c'est un dialogue constant. Moi, c'est vraiment la première chose que Ardavan Safaé, qui est le président de Pathé, qui a voulu que je le rejoigne précisément vraiment sur ce poste-là il y a 4 ans, c'est qu'il m'a dit, en fait, la première chose que tu vas faire, c'est que tu vas aller rencontrer tous les éditeurs. Et ça, c'est vraiment la première chose que j'ai faite, et toute l'énergie que j'ai mise pour qu'il y ait un dialogue constant, ininterrompu, que nous, on soit aussi très clair sur ce qu'on cherchait,
Il est certain que pour le cinéma, c'était plus simple à voir, je pense, à dessiner les contours. Pour les diffuseurs, on a un peu tous le même brief. Donc, donc voilà. Après, la question, et c'est ce que vous disiez tout à l'heure, c'est qui est à même d'emporter, d'embarquer un metteur en scène, des comédiens qui vont être à la hauteur du texte. Là, on est en train de... Voilà, de travailler, on est en queue de comète là, mais sur le livre de Sorge Chalandon, L'Enragé, qui a été écrit par, dont l'adaptation a été écrite par Emmanuel Berco. On est accompagné par Sylvie Piala, c'est elle qui a convaincu Emmanuel Berco, dont on rêvait qu'elle le fasse nous. Mais bon, les studios parfois font peur aussi aux auteurs français. Et Emmanuel Berco, évidemment, et le texte qui a convaincu deux très grands comédiens de nous rejoindre. Et typiquement, je pourrais parler de ça comme exemple, c'est toujours intéressant d'avoir des exemples. C'est Heidi Warnecke qui travaille chez Grasset, qui savait combien je suivais Chalandon et qui m'a dit là, il y a vraiment quelque chose qui mériterait d'être lu. Bon, et elle me dit ça en juillet, ça sortait à la rentrée de septembre, c'est en général le moment où on commence à débroussailler septembre. Et puis on l'a lu avec Ardavant l'été et on a été bouleversés par la lecture de cet ouvrage. Et puis après, on en parle à Sylvie, voilà. Mais en tout cas, c'est pour mettre aussi en lumière tout le travail des maisons d'édition et notamment des directrices de session de droit. Je dis directrices parce que, à part Laurent Duvaux et Fabien Merfre, c'est vrai que globalement, il y a quand même beaucoup de femmes qui font ce travail de dire aux producteurs, ça, tu devrais le lire. C'est ce qu'a fait Frédéric Massard sur 13 jours, 13 nuits. Je te conseille la lecture de machin. Bon, bah, au final, on connaît la suite, c'est allé très vite. Évidemment, si j'avais pas suivi son conseil, bon, mais si elle n'avait pas fait ce conseil, je pense pas que je me serais ruée sur cet ouvrage de Noël, qui n'a pas eu d'ailleurs beaucoup d'exemplaires vendus ensuite. Enfin, voilà. Donc ça, c'est un travail fondamental que la Self accompagne et permet aussi par toutes les rencontres et notamment celle de juin. Mais sans ça, enfin, je veux dire, je vois pas très bien comment on aurait pu faire autrement. Parce que souvent, et ça, on en parlait par rapport à Guerre et tout à l'heure avec Fabrice Arfi qui disait qu'en fait, il avait vendu les droits avant même que le bouquin sorte, c'est très souvent le cas. Très souvent. Et ça, on peut avoir accès aux PDF de lecture, aux épreuves, que parce qu'il y a des passeurs. Et qui ne sont pas simplement des passeurs, qui sont des prescripteurs. Et ça, c'est hyper important. Parce qu'il y a trop de livres, il y a trop de choses. Enfin, je veux dire, on parlait. Vous disiez tout à l'heure que le public, c'est pas où donner de la tête, mais c'est vrai pour nous aussi. Hein. C'est vrai pour nous aussi. Alors, il arrive que, c'est vrai, on fait tout ce travail le plus en amont possible. Il arrive aussi qu'on ne soit pas toujours audible sur un livre dont on est persuadé qu'il ferait une super adaptation, avant que les feux de la rampe, que la presse ne s'en empare et ne le légitime à son tour. Voilà. Donc on fait tout ce travail très très en amont et parfois ça n'est entendu qu'après. Voilà. Donc il n'y a pas vraiment de timing systématique là non plus. Là aussi c'est du prototype. Voilà. Et Marie, tous les livres sont adaptables ? Pas du tout. Pas du tout. Alors on ne peut pas toujours le dire aux auteurs qui en rêvent, mais on va faire évidemment une sélection drastique dans ce qui nous est offert, ce que l'on publie, ce que l'on va publier, ce qu'il y a dans nos fonds, selon l'air du temps, le moment. On peut aller chercher un texte qui vient d'un peu loin dans le temps, mais on va se constituer un jeu de cartes qui nous sera propre, enfin qui sera celui de la grille de lecture dont on sait qu'elle est viable compte tenu des discours et des discussions qu'on a avec les uns et les autres. Voilà. Donc il y a des tas de choses qu'on va écarter d'emblée parce qu'il faut des histoires structurées, des narrations solides, voilà, et que la chair d'un roman et le charme d'un roman peut venir de tout à fait autre chose que ce qui en ferait son adaptabilité. Voilà, donc on va sélectionner et c'est à partir de ces sélections qu'on va se parler. Donc Mathilde ne sait pas tous ces livres que je lui cache ou dont je ne lui parle pas parce qu'il n'y a peut-être pas, voilà, pas de raison.
Et d'où l'importance aussi de la formation qu'on met en place à la SELF, parce que Marie, toi, tu fais ça depuis trop longtemps maintenant pour le connaître par cœur, le sujet, mais il y a certains éditeurs qui, justement, ne sont pas forcément en capacité de savoir aujourd'hui dans leur catalogue ce que sont les titres à fort potentiel d'adaptation ou pas. Et donc, pour pouvoir ensuite prescrire les meilleurs titres avec ces critères-là en tête, il y a notamment une formation justement sur comment identifier dans son catalogue les livres adaptables, quels sont les critères. Et voilà, c'est un vrai travail qui doit être fait par les éditeurs en amont aussi, avant ensuite d'aller aux événements de la SELF ou d'aller rencontrer des producteurs, des metteurs en scène. Et voilà, mais en ayant déjà en tête ce qui, dans leur catalogue, va vraiment être prescriptible pour une adaptation. C'est quand on parle aux producteurs ou qu'on parle aux diffuseurs. On n'est jamais à l'abri d'un coup d'amour d'un réalisateur pour un livre qui ne nous semblait pas une évidence et que ça marche. Voilà. Donc là aussi, voilà. Et d'ailleurs, je ne sais pas si c'est lié à la formation, sans doute. Mais moi, donc là, ça fait un peu plus de 4 ans maintenant, c'était assez récent, mais malgré tout, en 4 ans, cette petite fenêtre, j'ai vu combien il y avait quand même, j'allais dire, une acuité qui s'était nourrie sur la manière. Je me sens pas submergée de propositions qui n'ont aucun sens. Au départ, j'avais un sentiment plus de newsletter global sur les sorties. Là, j'ai l'impression que c'est beaucoup plus spécifique, quoi, au marché audiovisuel en général. Et ensuite, il y a nous, et en effet, toutes les relations qu'on peut avoir avec les éditeurs. Mais même au-delà de ça, je trouve que c'est mieux pitché, c'est plus, on voit bien... non, mais franchement. Mais je pense que tu sais mieux ce que tu cherches aujourd'hui qu'il y a 4 ans. Aussi. Non, je parle de la manière dont c'est présenté. Vraiment. Non. Franchement. Et c'est pareil du côté du théâtre aussi, en termes de lien avec les éditeurs? C'est un peu moins vrai. Je pense qu'il y a moins de dialogue. Il y a plus de dialogue, je pense, entre directement les metteurs en scène qui vont chercher des projets et les maisons d'édition. On parlait de Frédéric Massart. C'est sûr que le fait d'avoir fait guerre, du coup, on a créé un lien qui a fait qu'il y a eu d'autres projets qui sont nés de cette première fois. Et donc, on va plus facilement en lui disant, voilà, je cherche pour... tel type de texte, je cherche pour telle actrice, voilà. Mais c'est pas toujours... la porte se fait pas forcément... Enfin, l'accès n'est pas toujours évident pour nous. Et parfois, on ne sait pas très bien où chercher. Il y a une multitude de bouquins qui fait qu'on est parfois un peu paumé. Là, récemment, il y a une actrice que j'adore, qui est Alice Belaïdi, qui m'a demandé de la mettre en scène. Donc je cherche, par exemple, sur un texte, donc je fouille tous les catalogues d'Albin Michel, de Gallimard, d'Actes Sud, qui est là. Voilà, je cherche. Pour le moment, j'ai pas, voilà. Mais la multitude est tellement immense que ça prend du temps, qu'on n'a pas toujours les accès forcément avec les personnes. Voilà, Frédéric, on se connaît, mais nous, on se connaît pas, par exemple. Voilà, mais ça va s'arranger. Ça va s'arranger, voilà. C'est ça que ça sert aussi, c'est un terrain de rencontre aussi. Voilà, ça fait que je pense qu'il y a des metteurs en scène et au théâtre qui sont bloqués. Voilà, il faut passer par la maison d'édition. Enfin, la première fois, c'est compliqué. On envoie un courrier, après on se met en... Enfin, voilà, c'est tout un parcours du combattant pour arriver jusqu'à la personne idoine. Voilà, et donc, je pense que ça fait peur et que ça rebute parfois des metteurs en scène de se dire, bah, tiens, j'ai envie d'adapter ce bouquin. On se prend une première lettre de refus, on nous dit écrivez une lettre, on ne sait pas par qui passer, etc. etc. Et du coup, le cheminement est long et pas mal parfois abandonne. Ouais. Mais le chemin est moins évident et moins facile pour nous au théâtre. Marie ? On a essayé de rendre ça un peu plus clair et c'est vrai que c'est compliqué puisque les interlocuteurs sont moins systématiquement des producteurs ou des diffuseurs. Celui qui donnera l'impulsion à un projet est moins facilement identifiable pour nous. On a tenté avec la SELF d'ailleurs de faire des choses qui étaient sans doute pas tout à fait au bon format pour que les bonnes rencontres se fassent, mais on peut imaginer quelque chose de plus avec systématique pour tout le monde.
on assiste à quelque chose. On parlait tout à l'heure, Fabrice Arfi mentionnait par rapport à d'argent et de sang que Xavier Janoli a été immédiatement s'est emparé du projet, a pris les droits très très vite. Donc justement, comment ça fonctionne de ce côté-là? Comment justement, c'est peut-être je commençais par Marie aussi sur quand il y a un livre, vous recevez peut-être beaucoup de demandes. Comment on fait le tri? Comment on choisit? Ça n'a pas l'air simple en réalité. Déjà à qui on donne les droits dès le début, quoi. D'abord, on va faire et quand lire est-ce le qu'ils livre. arrivent aussi? On va faire lire le livre très en amont si possible, et puis après, on va voir ce qui vient. Il y aura des velléités de producteurs qui tomberont aussi vite qu'elles sont venues, et puis il y aura peut-être une proposition, une deuxième, une troisième, et là, ce qui va compter, c'est le l'abord artistique. Le contexte de production, la solidité du contexte de production, l'abord artistique, avec lequel on va aller voir l'auteur lorsqu'on sera très au point sur des offres comparables, s'il y en a 2 ou 3, ce qui n'arrive quand même pas à chaque livre. Et à ce moment-là, on va les choisir avec l'auteur en discutant, les faisant se rencontrer. On évite les rencontres avant tout engagement pour pas faire de fausses joies aux auteurs. C'est fragile, un auteur. Ça fantasme beaucoup sur l'adaptation. Donc il faut les rassurer, les accompagner, et l'accompagnement va durer, on le verra, bien au-delà de la signature du contrat. Et donc, dans ces cas-là, si on a 2 ou 3 propositions, on s'arrange pour qu'elles soient vraiment comparables et on se pose la question tranquillement de rencontre pour que l'auteur trouve le bon endroit, l'endroit où il a envie de se poser, l'endroit auquel il a envie de confier ses droits. Voilà, en participant ou pas à l'adaptation, en étant ou pas conseillé selon le type de livre, le type de sujet. Et voilà. Et combien de temps en moyenne Parce qu'il y a plusieurs types de droits. Il y a une option. Alors d'abord, il y a tout ce travail de choix, voilà. de où est-ce qu'on va, quel pari on prend, voilà. De quelle falaise on saute en prenant la main de l'auteur et en se disant qu'on est embarqué pour 4 ou 5 ans avant qu'un film se fasse et on ne sait pas ce que ce sera au final. Donc il y a déjà tout ce temps-là. On se tourne autour, on se cherche, on vérifie qu'une offre est viable, qu'elle est raisonnable, qu'elle est justifiée, qu'elle est forte, qu'elle est... Bon. Et puis ensuite, il y aura ce qui sera le contrat proprement dit, qui ressemble en gros à une promesse de vente et une vente, une option, et la cession des droits à l'issue de cette option. Donc là aussi, ça se mesure en temps et en argent. C'est du temps d'immobilisation des droits pendant lequel nous, on ne pourra plus rien faire. Donc il faut être sûr de notre coût là aussi et que ce soit un peu valorisé. Et tout ça, ça se négocie. Il n'y a pas 2 cas pareils. Il y a des usages, il y a des tendances, mais il n'y a pas 2 cas pareils, il n'y a pas 2 montants pareils, il n'y a pas de contrat type. Tout ça se fait en fonction de tout ce qu'on a pu se dire avant, de la couleur que prendrait le projet dans le cas idéal. Voilà. Et de l'autre côté, Mathilde, en fait, quand Pathé se positionne sur un livre, déjà souvent c'est à quel moment? Est-ce que ça peut être très loin après la sortie ou très tôt? Et en plus, pour combien de temps on essaie d'avoir les droits? Alors là aussi, toujours l'industrie du prototype, puisque parmi les derniers livres qu'on a adaptés, il y en a qui sont dans le domaine, donc on n'a pas eu besoin de se positionner très longtemps avant. Non, globalement... Là, quand je regarde les livres sur lesquels j'ai pris des options, je me suis positionnée en général avant la sortie du livre ou très peu de temps après. Voilà. En général, les livres, je les ai lus avant qu'ils sortent. Et donc, soit je fais en sorte de me positionner avant qu'ils sortent, parce que c'est vrai qu'il y a quand même... Alors, il y a des autres... Ça, c'est un truc dont on pourrait parler un peu qui peut être rigolo, intéressant. C'est qu'il y a aujourd'hui des maisons d'édition qui mettent des deadlines, qui mettent... voilà, tu dis, en fait, tu as tant de temps pour te positionner. On te fait lire le bouquin 1 mois, 2 mois, parfois, avant la sortie du livre. Et on a mis, voilà... une date précise à laquelle on doit avoir reçu la totalité des offres. Donc ça, c'est... En fait, c'est assez stressant, clairement, parce que, en général, en tout cas, nous, chez Pathé, c'est vrai que si on a pu le faire par le passé, on ne fait quasiment plus y aller sans scénariste ou sans réalisateur attaché. Donc ça veut dire qu'il faut faire en sorte de faire lire un scénariste
et ou un réalisateur dans le temps imparti, qu'il ait envie d'y aller, enfin, je veux dire, c'est pas forcément évident. Et sachant que nous, on a des standards assez élevés, on se retrouve en général avec des gens qui sont très occupés. Donc typiquement, c'est vrai que ces modes de fonctionnement-là, on a du mal souvent à s'inscrire dedans et au final, on ne s'y inscrit pas. Et puis, il y a les moments où les planètes vont s'aligner, comme on le dit, et ça va rouler. Et voilà. Mais c'est vrai que, en général, en tout cas, pour vous répondre précisément, on se positionne avant ou très peu de temps après la sortie du bouquin. Et à quel moment on abandonne les droits ? De se dire qu'on a essayé et ça fonctionne pas. Alors, parce qu'on trouve pas, parce qu'on ne trouve pas la bonne formule, parce qu'il y a eu des désistements, des changements d'avis. Enfin, ça peut arriver, j'imagine. Alors, il y a plus, là aussi, industrie de prototype, il y a plusieurs moments. C'est vrai que la chance qu'on a, en tout cas cinéma pour l'instant, puisque série, c'est plutôt des conventions de dev qu'on a pour l'instant, et la seule série va rentrer en tournage en début d'année prochaine, donc c'est plutôt chanceux. On s'est positionné aussi relativement peu. Vous demandiez par rapport à Pathé, voilà. Nous, c'est vrai qu'on n'est jamais arrivé sur le marché des droits en disant on va prendre du volume. Jamais. On n'a jamais eu l'intention de bloquer un sujet. Jamais. Jamais. Donc, toujours, si on débranche, c'est qu'on est allé jusqu'au bout de ce qu'on considérait être cohérent par rapport à la manière dont on veut construire le line-up. Et ça, c'est hyper important quand même, parce que je pense que c'est ce qui fait qu'aujourd'hui, on va quand même au bout d'une proportion importante des options qu'on prend, vraiment. Mais c'est parce qu'on en prend peu et parce que on se positionne tout de suite et vis-à-vis de la maison d'édition, de l'auteur, selon la manière dont on veut le faire. Moi, il y a un bouquin, par exemple, voilà, qui est un regret, mais c'est comme ça. On s'était dit, il y a 4 réals pour lesquels on pense que c'est bien de le faire. On a pris l'option, on a fait le tour des 4 réals, les 4 nous ont dit non. On n'a pas prolongé. Mais l'erreur qu'on a faite, et on a décidé de ne plus faire, c'est qu'à l'avenir, on demandera au réal en amont, parce qu'au final, on a bloqué quand même les droits longtemps. Nous, parce qu'il faut aussi, on en parlait tout à l'heure, mais en termes de juridique, moi, les équipes juridiques de Pathé, depuis qu'on a entamé, enfin depuis que je suis là, en gros, depuis qu'on a atteint, à la fois on travaille très bien ensemble, et c'est des gens super compétents qui adorent notre métier et machin, mais c'est beaucoup de travail en plus. Marie. Oui, quand on signe un contrat, on va le faire au moment du début de l'option. On le fait à un moment très incertain où l'option peut ne jamais être levée, mais tout le travail de négociation en détail, sous toutes ses formes, le prix, la chose, l'exclusivité, la durée, les pourcentages de tout poil, les assiettes de droit, tout ça, c'est décidé à ce moment-là. Donc tout l'énorme boulot qui peut prendre plusieurs semaines, se passer souplement en 2-3 semaines, mais prendre un an, c'est quelque chose qui se fait de toute façon à un moment où le projet est très incertain et peut se dégonfler en 1 an ou 2 derrière. Voilà. Et ça vous arrive d'avoir des options qui sont prises sur des livres et que, juste pour bloquer ? Alors, c'est pas très français, ça. Aux États-Unis, on le voit plus. Hein ? Il vaut mieux savoir les droits d'un livre qu'on ne fera pas au fond du tiroir que de voir le voisin briller avec. J'ai moins ce sentiment chez nous, mais peut-être que tu... Non, moi le sentiment que j'ai, mais probablement que ça s'est tari, que ça a été assez court. Mais c'est que au moment de l'arrivée des plateformes, il y a eu une espèce de besoin de fiction supplémentaire telle, il fallait alimenter la machine, que des groupes, enfin voilà, ont voulu aussi nourrir leur boîte de production et se sont dit, allez, on prend et puis ça en intéressera bien un autre, l'un ou l'autre à un moment donné. Moi, c'est quelque chose, qu'on m'avait raconté, et c'est vrai que moi, c'était une façon aussi que j'avais
raconter, de nous démarquer, de raconter les choses différemment. C'est que nous, oui, on a 2 producteurs de séries chez Pathé, on nourrit notre distribution, notre société de distribution qui fait 8 à 10 films par an au cinéma. Donc à un moment donné, on n'est pas dans une logique de volume, on est vraiment dans une logique de qualité, de valeur et aussi de grande ambition. Ça, je crois que Jérôme Sédou le dit suffisamment pour que je n'ai pas à le répéter. Mais donc c'est des choses aussi très spécifiques, quoi. Et du côté du théâtre, comment ça se passe justement cette prise? Est-ce que déjà combien de temps à peu près on a les droits ou on prend les droits, qu'on se dit qu'un projet va se monter ou pas? Justement, est-ce que c'est à peu près le même fonctionnement qu'au cinéma ou c'est assez différent? Ou est-ce qu'il peut y avoir plusieurs compagnies sur un même compagnie ou metteur en scène sur un même projet? Alors, ça peut arriver. Généralement, on prend les droits. Quand on les prend, c'est pour 18 mois. Donc, on a généralement, à peu près, c'est pareil, j'imagine pour vous, voilà, on a 18 mois pour monter le projet. Donc, c'est pareil, il y a une question après d'exclusivité. Enfin, il y a toute une série de négociations qui sont en cours. Et parfois, oui, au départ, on peut se retrouver en concurrence avec plusieurs metteurs en scène ou plusieurs productions sur un même bouquin. Donc, après, c'est effectivement soit l'auteur, soit les ayants droit, soit la maison d'édition qui décide. Ça peut, on passe des castings, entre guillemets, on va dire, même quand les auteurs sont morts. Sur Guerre, j'ai passé un casting devant les ayants droit. C'était, entre nous soit dit, assez terrifiant. Mais parce que les ayants droit de Céline, c'est un bouquin de Céline à lui tout seul. Avec Céline, ça aurait été assez terrifiant. Avec Céline, aussi. ça aurait été terrifiant aussi. Mais voilà, donc après, on est un peu dans l'attente. C'est-à-dire, là, par exemple, on a passé un casting, on a attendu de savoir. Il se trouvait que la manière dont moi j'ai présenté le projet en tant que metteur en scène convenait, ou en tout cas correspondait à ce qu'ils avaient envie d'en faire. Voilà, mais après, oui, il faut qu'il y ait un producteur derrière, il faut voir même qu'il y ait un théâtre derrière déjà pour assurer la maison d'édition. Et il faut une certaine somme pour bloquer les droits, et puis après on attaque l'adaptation. Et cette adaptation ensuite, et souvent, elle doit être confirmée, validée par l'auteur. Donc ça, c'est encore une étape supplémentaire qui est assez terrifiante pour ceux qui adaptent. Et voilà, et j'imagine pour les scénaristes, pareil. Alors, oui ou non? Merci de m'emmener sur la question parce que voilà, la place de l'auteur justement, donc ça c'est très bien. Non, nous on a, dans l'auteur, moi c'est quelque chose auquel je veille aussi beaucoup, c'est que la conversation qu'on a en amont, elle continue et que cette ininterruption de conversation, on l'est. Évidemment, qui plus est, une fois qu'un projet est en cours. Moi, c'est vraiment quelque chose... on n'a pas encore eu à vivre l'expérience ensemble, Marine, mais Frédéric serait là, elle vous le dirait. Elle a été au courant de toutes les étapes, tout le temps. Ça, c'est quelque chose qui me tient vraiment beaucoup à cœur, qui nous tient à cœur chez Pathé. Et dès qu'on a quelque chose, un texte dont on est content, l'auteur, l'éditeur le lit. Maintenant, sur la validation, puisque c'était ça la question, nous, on a une option qui permet à l'auteur de se détacher de l'œuvre. C'est-à-dire l'auteur ne va pas dire toutes les dizaines de milliers d'euros que vous avez dépensés à développer le scénario, je vais moi le jeter à la poubelle. En revanche, c'est que je peux me détacher de cette œuvre et dire c'est très librement inspiré de mon roman. Ou au contraire, adapté d'eux s'il considère que c'est formidable et qu'il n'aurait pas fait mieux lui-même. Et voilà. Nous, c'est ça l'option. Mais il n'y a rien de bloquant. Si c'est bloquant, on n'y va pas. C'est-à-dire, c'est trop de temps, c'est trop d'argent, c'est trop de... Avec, de toute façon, la possibilité d'arriver à un texte dont on n'est pas content. Et auquel cas, là, on revient à ce qu'on disait tout à l'heure, du fait ce qu'on dit débrancher, d'ailleurs, c'est pas très joli, mais enfin, voilà. Mais non, nous, c'est jamais. C'est pour ça que du point de vue de l'auteur, c'est très important qu'on l'accompagne avant et qu'on sache où on met les pieds, parce qu'on n'aura pas vraiment d'occasion de pouvoir s'en tirer. Le producteur peut se retirer, pas nous, et on n'aura plus que cette question du droit au non, ou au non-non, c'est-à-dire je ne veux pas que
cette œuvre cinématographique tellement loin de moi soit rattachée de près ou de loin à mon livre. Si le titre du livre est très original, ça peut poser un problème et on peut demander à ce que le titre du film ne soit pas le titre du livre. Je pense à un très très vieil exemple, mais qui était un titre très original, qui était Mes nuits sont plus belles que vos jours de Raphaël Biédou, qui avait été malheureuse comme toute l'adaptation et qui pleurait le jour de la sortie. Ça date d'il y a très très longtemps, mais c'était un titre suffisamment original pour qu'effectivement elle traîne le film derrière elle, quoi qu'il arrive, toujours, quoi. Donc si on peut protéger les auteurs de ce chagrin-là, en sachant que nous, la première fois qu'on verra le film, pas étalonné, pas fini, pas mixé, avec l'auteur à côté de nous, c'est l'auteur qu'on va regarder plus que l'écran parce qu'on a très envie qu'il soit pas malheureux et éventuellement heureux, ça va quand même présider beaucoup à la rédaction de ces clauses-là. Voilà. Mais c'est vrai qu'on met le pied dans un processus industriel qu'on ne va pas arrêter par un caprice ou par un état d'âme. Donc il faut bien réfléchir avant. Voilà. Mais au théâtre, vous allez dire qu'ils sont plus, les auteurs sont plus, enfin, quand ils sont vivants, mais bon, il y a les ayants droit aussi, sont plus présents d'une certaine façon sur l'adaptation théâtrale. Pas s'ils sont plus présents. Enfin, en tout cas, moi, dans les exemples que j'ai, oui, ils demandent à lire. Oui. Ils demandent à avoir un avis avant que le spectacle puisse commencer à être monté et répété. Oui. Après, on n'est pas dans les mêmes économies non plus. Enfin, il y a toute une série de choses qui sont quand même très différentes du cinéma. On accompagne aussi les auteurs pour ça, c'est-à-dire pour les empêcher parfois d'être déraisonnablement déraisonnables et vous empêcher d'avancer. C'est aussi ça, de leur apprendre et de les accompagner dans le fait qu'on va s'éloigner de leur livre au fur et à mesure que la V1, V2, V3, V4 du scénario ou de l'adaptation se fait. Ce sont autant de paliers de décompression qu'on accompagne. Voilà, pour que ça se passe le mieux possible, de la manière la moins traumatique possible, et si possible dans la joie et le plaisir. Oui, parce que par exemple, adapter un livre au théâtre, c'est faire des coupes monstrueuses, par exemple. Donc voilà, donc on est obligé d'avoir un vrai point de vue, de savoir exactement ce qu'on veut raconter. Par exemple, sur Guerre, qui doit faire 150 pages, on est resté à 20 pages de texte. Donc tout le reste a été coupé et sacrifié. Alors déjà, pour nous, c'est un sacrifice, parce que la première version devait faire 50 pages. Il a fallu qu'on en coupe 30 derrière, après des multitudes de lectures avec Benjamin, pour voir vraiment où on voulait aller et pour que le spectacle fasse 1h20, 30. Enfin, voilà, un format qui nous semblait raisonnable pour un seul en scène. Mais donc c'est déjà un sacrifice pour les gens qui adaptent, parfois d'adapter un livre et de devoir faire des choix très draconiens sur ce qu'on veut garder du bouquin. Moi, je travaille actuellement sur un bouquin qui fait 500 pages, donc et il va falloir descendre à 20-30 pages. C'est inimaginable presque. Mais on est obligé. Si on veut en faire un spectacle de théâtre, on est obligé. C'est ainsi que naît une nouvelle œuvre. Voilà. Exactement. Adapté, il y a adapté. C'est ça, voilà, c'était là-dessus que je voulais rebondir avec un exemple récent aussi, d'un auteur qui a participé à la promotion du film, alors même que le film était éloigné de son livre, il le disait lui-même, c'était Laurent Godet, pour le film oui, qui porte le même nom que le livre, Chien 51, publié aux éditions Actes Sud, et Laurent Godet a participé à la promotion du film, ce qui est plutôt rare, je crois, que l'auteur soit vraiment présent, notamment dans les interviews des acteurs ou du réalisateur du film. Et il expliquait lui-même qu'effectivement le résultat était très éloigné de son livre, que c'était une autre œuvre, qu'elle partait maintenant, que c'était pas la sienne et il avait laissé les autres auteurs finalement créer cette nouvelle œuvre qui était le film adapté, mais que ça ne le gênait en rien et qu'il y avait évidemment un lien quand même de filiation avec son livre. Donc voilà, quand le mot adaptation, effectivement, prend tout son sens. Un auteur, alors là, c'était le cas, il était satisfait. Probablement que dans d'autres cas, et celui que tu citais notamment, il y a des auteurs qui peuvent être insatisfaits, malheureusement. Mais beaucoup reconnaissent que l'œuvre adaptée ne leur appartient presque plus, même s'ils en sont à l'origine, et que c'est vraiment une nouvelle œuvre qui a été créée ensuite. Et puis, dans l'association ou pas de l'auteur à la promotion du film, il y aura aussi les décisions marketing du producteur et du diffuseur, qui seront de quelle histoire on raconte. Est-ce qu'on raconte Gilles Lelouch à l'écran ou est-ce qu'on raconte Laurent Godet à l'origine de tout ça? Ça peut être aussi... il peut y avoir un effacement qui soit aussi lié au positionnement marketing du film. Et le droit moral dans cette histoire, comment ça fonctionne à ce moment-là? Si un auteur dit, mais en fait même ça ne correspond, au-delà de dire j'aime pas,
juste j'aime pas, s'il y a vraiment un problème moral. Alors, il se niche dans cette clause qui va concerner le droit au non, et uniquement là. Il est imprescriptible et incessible, mais on a quand même cédé patrimonialement des droits. Donc, on s'efface, ou on demande à être adapté d'eux, librement adapté d'eux. J'ai même vu Amélie Nothomb un jour demander à ce qu'on précise que, comme le scénario était assez catastrophique, librement trahi d'eux. Voilà, ce dont d'ailleurs le producteur avait fait un argument publicitaire sur les affiches. On avait vu apparaître ça en caractère énorme, ce qui était très habile de sa part. Bon. Voilà. Ou alors disparaître et effectivement faire en sorte que ce qu'on disait tout à l'heure, le titre du film ne soit pas le titre du livre ne soit pas le titre du film, etc. Voilà. Après, il faut s'arranger avec une semi-disparition ou dissociation du projet film que l'on n'aime pas si on ne l'aime pas. Voilà. C'est finalement assez rare. On s'arrange, nous, pour que ce soit quelque chose d'harmonieux de bout en bout. Et ça, c'est envisagé aussi dès les contrats, avant même que la première ligne soit écrite du scénario. Donc ça protège tout le monde, en fait. Et je pensais juste théâtre et cinéma aussi, parce vous avez mentionné les pièces de théâtre tout à l'heure, qui sont des textes écrits, les pièces de théâtre adaptées au théâtre, mais le cinéma adapte aussi des pièces de théâtre parfois. Donc est-ce qu'il y a aussi une corrélation théâtre-cinéma au niveau des adaptations? Est-ce que le fait qu'une pièce, par exemple, ou ça peut être aussi une œuvre de fiction, qui ne soit pas une pièce de théâtre à l'origine, parce qu'elle a été adaptée au théâtre, va attirer le cinéma, ou vice-versa, parce qu'elle a attiré le cinéma, va attirer le théâtre. Est-ce qu'il y a aussi quelque chose qui se passe entre vous? Oui, évidemment, oui. Après, on voit par exemple, je ne sais pas, les exemples d'Edmond, par exemple, qui a été fait par Alexis Michalik au théâtre, a été ensuite adapté par Alexis au cinéma. Ça a été le cas de Monsieur Hoffman aussi, de Jean-Philippe Daguerre, qui a été adapté, voilà. Donc oui, il y a une corrélation de plus en plus importante. Après, c'est souvent quand même des gros succès de théâtre qui vont au cinéma. C'est assez rare qu'une pièce un peu inconnue puisse passer à être adaptée au cinéma. Mais oui, il y a de plus en plus de corrélations qui se font, ouais. L'ouverture là, du Festival de comédie de l'Alpe d'Huez, c'est une adaptation d'une pièce comique, Mes chers parents. Voilà, qui était une pièce de théâtre qui a tourné pendant des années et dont je pense les droits ont été pris assez tôt parce qu'elle sort là maintenant et déjà, donc quand on sait le temps que ça prend d'écrire, de tourner, et puis nous on a eu le prénom aussi de Mathieu Delaporte et Alexandre de la Patelière, qui a été un succès colossal pour Pathé et qui avait été un grand succès en effet au théâtre. Et puis quand même Incendie de Wajdi Mouawad dans les mains de Denis Villeneuve. Et puis il y en a plein. Donc en fait, on peut faire un strike en fait avec vous trois, c'est-à-dire partir du livre, aller au théâtre et finir au cinéma, ou l'inverse d'ailleurs, complètement possible. Mais justement, en parlant de strike, vous l'avez mentionné tout à l'heure, Valérie, c'est la question du retour à la lecture. C'est-à-dire que là, on parle d'adapter le livre, mais il y a aussi cet enjeu, éventuellement, notamment du côté de l'édition, pour que on revienne au livre. Ça, c'est quelque chose auquel vous pensez, par exemple, Marie, au moment de l'adaptation, d'accorder les droits, ou voilà, est-ce quelque chose auquel vous pensez ou pas du tout? À ce moment-là, mais en fonction de ce que sera l'œuvre finale cinématographique ou télévisuelle, on va se poser la question le plus tôt possible de savoir ce qu'on fait pour remettre le livre en avant. Là, j'ai 3 cas de figure qui me viennent en tête. Le premier, c'est Monte Cristo, par exemple, où la question ne se pose pas pour un éditeur de remettre en avant son bébé, puisque c'est le bébé de tout le monde. Mais on sait qu'une génération de lecteurs, de jeunes lecteurs, c'est en gros 10 ans. Donc un film est une occasion merveilleuse, comme ça, de remettre Monte Cristo dans les mains d'une génération de plus. Donc formidable. Et ça a marché. Sorti avant l'été, c'était pas mal. Donc dans les trains, l'été, j'ai des pavés comme ça, des gens qui lisaient Monte Cristo, ça c'était quand même assez réjouissant. Qui ont une force dans les bras aussi, parce que c'est vrai que c'est un peu un pavé, quoi. Et puis moi, je pense aussi à L'amour ouf, qui était un livre qui était une belle endormie pendant 20 ans. Il a dû s'en vendre 3 par an. Et puis le film arrive et tout à coup, ça a donné, je ne sais plus, environ 20 000 exemplaires en poche. Alors en poche toujours, je crois que la 2e vie du livre ou la 3e vie du livre, celle qui découle du film ou de la série, elle est en poche. C'est là que ça se joue essentiellement. Aujourd'hui, ça n'a pas toujours été le cas. Donc ce sera une 2e édition poche à l'effigie du film, une édition tie-in ou sa première édition, le 13 jours, 13 nuits. Nous, 13 jours, 13 nuits. Au moment où alors, le film on a sort. sorti le poche le 2 jours après la sortie du film.
Voilà. Alors là, c'était évidemment tout un travail qu'on avait fait très en amont, avec l'affiche teaser du film en couverture. Et depuis le départ, il avait été décidé que le poche sortirait au moment de la sortie du film. Bon, et là aussi, pas de règle, c'est-à-dire qu'un livre qui se vend déjà extrêmement bien se revendra un petit peu plus, il y aura un pic, même si on y met tout ce qu'il faut en termes d'affiches de films, etc., au moment de la sortie du film et dans les semaines qui suivront. Un livre qui ne s'est pas du tout vendu va se mettre à exister, mais finalement, on est dans une à part quelques exemples comme Monte Cristo ou L'Amour ouf, on est dans des cas voir là-haut aussi, qui je crois avaient, bien sûr qu'ils avaient déjà très bien vendu, ouais, voilà. Mais je crois que ça avait été exponentiel ensuite après le film d'Albert Dupontel. C'était exponentiel avant et ça l'était de toute façon parce qu'on était dans un classique. Voilà, c'était un classique posé. Mais j'ai pris quelques exemples là de la rentrée littéraire, enfin de la rentrée cinématographique plutôt. En fait, ça se joue à entre 7 000 et 15 000 20 000 exemplaires de plus à l'occasion du film sur 3-4 mois. Donc c'est pas non plus c'est un enjeu, il faut l'accompagner. Ça peut être plus que ça. Là aussi, il n'y a pas de règle, mais c'est pas une explosion en librairie que la troisième vie du livre. Vous vouliez ajouter quelque chose, Benoît ? Non, nous, on a une librairie au Lucernaire et on se rend compte effectivement que les gens, en sortant des spectacles, vont aller acheter soit ils vont acheter le bouquin qui a été adapté, soit une autre œuvre du même auteur. Et c'est assez fréquent, ouais. Et quelque part, ça fait du bien aussi. Enfin, c'est plutôt réjouissant. Je trouve que le théâtre ou le cinéma soit aussi une porte ouverte pour relire, voilà, que ce soit des classiques ou des textes contemporains. Je n'ai pas voulu vous noyer de chiffres tout à l'heure, mais il y avait celui donc de 75% des moins de 20 ans, mais il y a aussi un autre chiffre qui est 43% des personnes qui sortent d'un film adapté qui ont envie de lire le livre. Donc là, j'avais mis un focus sur la lecture des jeunes parce que c'était l'actualité aussi, mais c'est valable quand même de manière générale. On peut sans doute expliquer la différence de chiffres par le fait que des adultes qui vont voir un film adapté, probablement ils ont lu le livre avant. Et d'ailleurs, Camille Desjardins ce matin disait que souvent il y avait un effet déceptif parce qu'on s'était créé son imaginaire et que quand on va voir un film, c'est forcément autre chose. Donc les jeunes, eux, ils font probablement plus l'inverse. Ils vont voir le film sans avoir lu le livre, mais ça leur donne quand même envie de lire le livre derrière. Donc voilà, tout ça, c'est aussi un cercle vertueux pour un retour à la lecture, quel que soit l'âge. J'ai une dernière question par rapport à ça, parce que vous parliez des couves, notamment le poche, etc. On réutilise l'image du film ou le poster du film. Est-ce que ça devient un argument marketing pour le livre ? Est-ce que ça marche mieux ? Est-ce que ça fonctionne vraiment ou pas d'un seul coup d'avoir l'image du film sur la couverture du livre par rapport à l'édition originale ? C'est un livre qui fonctionne déjà très très bien. Ce sera un accompagnement temporaire et ce sera pour un tirage ou deux. Et puis très vite, on retournera à la couverture à laquelle voilà, tout le monde est habitué. Voilà. Mais sinon, ça peut effectivement être un petit coup de boost temporaire. Hein. Voilà. On joue le jeu. C'est bien d'accompagner. C'est aussi agréable en bout de course d'accompagner le film comme ça. Mais voilà. On ne sait jamais là aussi ce que ça va donner, comment ce sera suivi. En tout cas, je vous remercie beaucoup tous les quatre. Je crois qu'on a fait notre temps. L'adaptation a encore de très beaux jours devant elle. Il n'y a pas de problème là-dessus. Et en tout cas, je vous souhaite une très très bonne fin de journée. Je crois qu'il y a encore derrière nous d'autres discussions. Donc, merci beaucoup. Merci à tous les quatre.